C'est la suite du Club Anti-Complot et comme la semaine dernière, on est avec Baptiste Robert de Prédictalab que je salue. Bonjour à vous mon cher Baptiste. Alors vous observez les réseaux sociaux pour déceler la partie complotiste, si j'ose dire, de ce qui circule en ligne. Qu'est-ce que vous avez trouvé cette semaine ? Alors, cette semaine, déjà, on a vu beaucoup de vidéos qui sont liées à un débat qui a eu lieu entre M. Zemmour et M. Mélenchon sur une chaîne concurrente. Il y a beaucoup de vidéos militantes avec des militants qui disent « Ah, M. Zemmour a gagné, M. Mélenchon a gagné », souvent les mêmes extraits. Mais parmi cette flopée de vidéos, en fait, on a recueilli 3 vidéos qui nous ont semblé plus que problématiques et qu'on va voir ensemble. Alors, on va regarder la première, déjà, qui a été vue près de 800 000 fois. Regardez. Ouais, c'est des bases de dessins animés, quoi. Alors, c'est exactement ça. Là, on a une vidéo qui a un dessin animé qui peut paraître anodin, même enfantin. Et en fait, on se rend compte que quand même, il y a un message derrière. Il y a quand même, ça met aux prises M. Macron, M. Poutine. Il y a un message qui est assez fort. Et c'est typiquement le genre de vidéo qu'on peut avoir, qui peut être le fait d'une certaine ingérence d'une entité étatique durant une campagne. Donc, ça peut être les premières prémices d'une ingérence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de l'Ukraine et de la Russie, Catherine, de se dire qu'effectivement, les cyberattaques peuvent être extrêmement destructrices. Voilà. En l'occurrence, elle a été vue à peu près 800 000 fois, celle-ci. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas 800 000 fois. La deuxième vidéo, Baptiste, elle a été vue 170 000 fois et elle émane d'un groupuscule d'extrême droite. On va regarder un extrait. Pareil avec le cadre jaune. Hein. Parce que la solution réside dans notre capacité à relancer la croissance par le vert. Voilà, c'est son fameux une croissance verte basée sur des énergies renouvelables. C'est faux, excusez-moi, c'est faux. Je suis désolé de vous contredire, c'est faux. Voilà, vous mentez éhontément au public, à l'opinion publique, je suis désolé. Hein. C'est irresponsable, Sophia, ce que vous êtes en train de dire. Vous savez très bien comme moi que la croissance verte, ça n'existe pas. C'est une illusion totale, c'est un leurre. Voilà, mais bon, je comprends que vous soyez obligé de mentir parce que c'est un petit peu votre métier. Hein. Et puis, d'autre part, vous êtes un petit peu prisonnière d'un système, et carrément même prisonnière d'un système qui n'est pas au service des hommes, qui n'est pas au service de l'humain, qui n'est pas au service de l'intérêt général et qui n'est certainement pas au service du vivant. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Baptiste ? Alors là, on voit que on a un passage d'un film qui est extrêmement angoissant. Je veux dire, vous regardez la vidéo, vous êtes vraiment, vous avez des palpitations, ça vous met très mal à l'aise. Et en fait, ça vient d'un groupe d'extrême droite, comme vous l'avez très bien dit, qui a une audience assez faible en fait sur leur groupe Facebook. Par exemple, ils n'ont que 4000 abonnés. Mais on le voit que TikTok est une caisse de résonance assez importante parce qu'ils ont certes 4000 abonnés sur Facebook, mais sur TikTok, ils font des vidéos qui sont vues quasiment 200 000 fois. Donc, c'est complètement pas négligeable du tout. Évidemment. Alors ça, c'est un film qui a été détourné. La troisième vidéo, c'est un détournement d'une photo historique vue cette fois 150 000 fois dans la semaine. This is Eric Zemmour. This is Eric Zemmour. C'est évidemment un détournement. Alors, c'est évidemment un détournement et on voit qu'on est sur quelque chose d'assez lourd et qui est pas du tout, qui est très loin en fait du débat politique qu'on peut voir de la campagne politique qu'on peut voir sur les chaînes d'info ou même la presse standard. On est sur des petites vidéos qui détournent des faits même historiques, qui ont une audience qui n'est pas du tout négligeable et qui en fait font un peu de bruit, qui ne sont pas remarqués mais qui ne sont absolument pas anodines du tout. Thomas, là-dessus ? Je crois qu'il faut bien comprendre, cette semaine, on a 3 exemples qui nous montrent que la communication politique sur les réseaux, elle a profondément changé. On a un détournement d'un dessin animé de Looney Tunes qu'on avait tous vu. Enfin, moi, ce dessin animé, je le connaissais. On l'avait vu petit, il nous avait fait rigoler. On a un extrait de film qui est complètement sorti de son contexte et qui est dans une espèce de facture totalement anxiogène. Et on a enfin, là, un détournement historique qui essaye de nous faire croire que le candidat Éric Zemmour avait rencontré Adolf Hitler. On est à chaque fois sur une
un détournement complet du contenu d'origine qui est permis par ces réseaux et qui, sans en avoir l'air, fait de la politique. C'est aussi ça, la nouvelle manière de faire de la politique, et c'est peut-être aussi l'une des explications au fait que on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ça circule à bas bruit, tout ça circule sur Internet. On le rappelle, ça peut aussi être exposé à des plus jeunes qui fabriquent leur vision du monde et qui, s'ils ne votent pas ce coup-là, voteront la prochaine. Et donc, ils construisent aussi leur vision du monde. Tout ça sont autant d'éléments perturbateurs sur lesquels je pense qu'il est important aussi d'alerter nos téléspectateurs et les citoyens français. Oui, parce que c'est TikTok. Et TikTok, c'est la cible, ce sont les jeunes. Moi, je ne suis pas sur perturbant TikTok, je ne sais pas comment ça marche. De l'amateurisme, on est passé à quasi du professionnalisme quand on regarde quand même ce qui est fait et comment c'est fait. Et en plus, je trouve que ça colle pas mal à l'actualité. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses qui étaient des menhirs, des pierres angulaires, on y restait et puis on sortait pas de son socle quand on était complotiste ou révisionniste. Et là, c'est beaucoup plus fin, c'est pernicieux, ça colle à l'actualité. On en a chaque jour et on en a de plus en plus. Donc il y a quand même quelque chose qui se... Voilà, c'est peut-être pas bon mot professionnalisme, celui que j'emploie, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on est passé du détournement LOL, si j'ose dire, au détournement, effectivement, qui se veut léger, mais avec un vrai message politique derrière. Alors, Baptiste, vous avez regardé aussi les hashtags qui montent, puisque c'est aussi ce que vous faites dans cet observatoire que vous avez conçu pour nous. Les mots qui ont été les plus utilisés sur Twitter. On a fait un nuage de mots. Ah oui, alors on va regarder le nuage de mots de la semaine dernière. Voilà, le mot le plus gros. Voilà, je vous laisse commenter. Alors, effectivement, on voit que le mot le plus gros, ici, c'est ça. Donc, plus le mot est gros, plus le mot fait du bruit sur Internet. Et on voit très bien ici que M. Zemmour et M. Macron sont les deux personnes qui font le plus de bruit pour des raisons différentes sur Internet. Et on a des sujets assez standards. En fait, ce qui nous a le plus intéressé, c'est ce qui va être lié au mot vaccin. Et donc, on va voir un deuxième nuage de mots avec les différents thèmes qui tournent autour de la vaccination. Alors, on va regarder ça. On a le mot avec avec vaccin. Allez-y, ouais. Voilà. Et en fait, on remarque en fait que sur ce nuage de mots là, en fait, tous les thèmes qui tournent autour de vaccins sont principalement des thèmes qui sont anti-vax. Ce sont des propos anti-vax et on voit effet secondaire. Et ça pose une vraie question, c'est que le discours global sur Internet lié à la vaccination est en réalité anti-vax. Alors, et on voit LCI aussi, certainement du fait de cette émission. A priori. Et Belgique, au lieu de la contestation violente. Oui, voilà, exactement. Ensuite, si on reprend, non pas avec vaccin, mais avec Véran. Alors, effectivement, si on prend le nuage de mots qui est lié à M. Véran, on voit on voit très bien qu'il est systématiquement, lui aussi, lié à des contenus anti-vaccins. Et c'est là, ça pose une vraie question pour la campagne à venir, et ce sera peut-être un point d'attaque pour les adversaires du futur candidat, M. Macron, sur la gestion de la crise sanitaire à travers la personnalité qui est M. Véran, qui est extrêmement liée en fait à la gestion de la crise sanitaire. Et alors, vous avez constaté quelque chose d'assez étonnant sur ce hashtag Véran. Baptiste, c'est quoi ? Alors, c'est en fait, quand on regarde le nombre de contributeurs qui a contribué en fait à faire monter ce hashtag Véran, on se rend compte qu'il y a principalement une seule personne qui a fait un tweet extrêmement populaire. Et cette personne-là, en fait, c'est elle qui a fait monter ce hashtag Véran. Et donc, c'est complètement, en réalité, artificiel. C'est incroyable. Alors, ça fait écho à une pratique qu'on ne connaît pas très bien sur Internet, mais qui s'appelle l'astroturfing. C'est quoi ? Alors, l'astroturfing, c'est quelque chose, je pense que vous en avez parlé énormément dans cette émission, sans forcément connaître le terme, c'est la manipulation de l'information. On va faire croire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre part d'ailleurs, qu'il y a une opinion populaire qui est en train de monter, qui est complètement spontanée. Et en réalité, ça peut être à des fins politiques, ça peut être à des fins publicitaires. C'est complètement faux, c'est complètement artificiel. Et c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé sur Twitter pour faire monter notamment des hashtags où on va faire croire qu'on a un sujet qui émane dans l'opinion, mais qui est en réalité drivé par une dizaine, quinzaine de comptes qui sont manipulés par les mêmes personnes. Juste une dizaine ou une quinzaine de comptes, c'est dingue, Jade. Oui, il y a eu une enquête qui a été menée par vos confrères du Monde qui ont expliqué le phénomène Zemmour sur les réseaux sociaux et qui démontre qu'en fait, comment est-ce que, sur la base de quelques tweets et de ce que lui-même appelle une armée de tweets
tweetos, il réussit à être placé en top tweet et à donner l'impression qu'il est très suivi. Si on fait le point, tous les hashtags et les vidéos qu'on a vues, moi je crois que ce sont des attaques en règle contre la démocratie, et je le dis avec une forme de gravité parce que ça peut complètement fausser la réalité de la perception qu'on a de notre vie démocratique, et il y a sans doute des gens qui vont aller se prononcer, ils ont le droit de le faire pour qui ils veulent, mais ils se prononcent sur la base d'une réalité qui est biaisée, et je crois que ça pose un vrai sujet. Pardon, pour bien comprendre, est-ce que, alors c'est la question que je pose, hein, est-ce que ça veut dire qu'en cette période tendue, en cette période d'élection, on voit bien les thèmes, on pourrait sur les réseaux sociaux faire monter un thème d'actualité que quelque part nous médias on pourrait reprendre, alors que c'est un fake, alors que en fin de compte sur les réseaux ce thème n'existe pas, ou que c'est artificiel, exactement, que ce n'est pas une préoccupation, mais le rendre comme une préoccupation des Français, comme un thème d'actualité. Est-ce que ce serait possible? Décider par exemple que telle thématique deviendrait une thématique techniquement oui présidentielle, quoi. Oui, techniquement, c'est complètement faisable. Et je prends un exemple qu'on avait traité, que j'avais traité il y a quelques mois. Il y avait un hashtag qui était monté « Si j'étais juif » avec une faute d'orthographe. Ça avait provoqué un tollé. Et en fait, ce hashtag-là, on avait remonté la source et c'était 5 personnes, des jeunes, à 23h, qui s'étaient lancé un défi de faire monter en top hashtag, ce hashtag antisémite. Et ils avaient fonctionné, il y avait eu notamment des articles dans la presse écrite, etc., suite à ce hashtag complètement antisémite. Donc techniquement, c'est faisable et c'est notamment fait par différentes équipes de campagne. C'est passionnant tout ça. Merci beaucoup en tout cas Baptiste pour le travail que vous faites. C'est très intéressant. C'est l'heure, j'ai vu Laura s'installer, Laura Pouget. Un petit verre d'eau? Peut-être, il en a peut-être besoin. Je vous l'amènerai si besoin. C'est pas impossible. C'est pour le courrier des lecteurs. Vous savez que vous pouvez nous écrire anticomplot@lci.fr. Un mail un peu différent des autres cette fois-ci. Oui, Laura. au ton un peu différent d'habitude. Il nous vient d'une jeune femme qui précise tout de suite dans l'objet de son mail, regardez, je ne suis pas vaccinée, mais je ne suis pas complotiste. Elle s'appelle Nathalie, cette jeune femme. Elle est enseignante, elle s'informe via les médias traditionnels, regarde Anticomplot, ne fait partie d'aucun mouvement et n'a jamais manifesté contre le pass sanitaire. Mais elle a des doutes, dont je pense le plus important est celui-ci. Regardez ce doute. Écoutez, je suis enceinte depuis cet été, dit-elle. Je n'ai aucune envie de me faire vacciner pour une maladie dont on ne connaît pas encore l'évolution et risquer quoi que ce soit pour mon bébé. Alors pour tenter de sortir du doute, rassemblons les données dont nous disposons sur le sujet. La première, la voici. Les femmes enceintes sont plus à risque en cas d'infection au Covid. Oui, plusieurs études scientifiques l'ont démontré, dont une publiée récemment en décembre 2021 par des médecins de l'AP-HP. Elle se base sur des données hospitalières obtenues lors de la première vague de l'épidémie avant le vaccin. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont constaté, ces médecins de l'AP-HP? Que leurs patients de Covid étaient plus souvent hospitalisés en soins intensifs, avaient plus de pathologies lors de l'accouchement et faisaient plus de naissances prématurées. Deuxième donnée importante, regardez, on sait que le vaccin est aussi efficace pour réduire les formes graves chez les femmes enceintes que chez les autres, tout simplement parce que le taux d'anticorps produit est identique pour les deux. Enfin, troisième donnée, c'est celle-ci, elle inquiétait Nathalie, cette troisième donnée. Vous allez voir, celle-ci, le vaccin n'entraîne pas d'effets secondaires accrus chez les femmes enceintes. Ça a été confirmé par l'Agence européenne des médicaments via un communiqué publié le 18 janvier dernier. Ce qui fait que cette agence, elle conclut la chose suivante, eh bien que les effets positifs des vaccins pendant la grossesse l'emportent sur les risques. Maintenant, Nathalie pourra faire son choix en étant informée. Exactement, Nathalie est informée et Nathalie a le droit de ne pas avoir envie de se faire vacciner. Merci infiniment. Laura, il est pile 17h, l'heure du club 2022 avec notre sondage quotidien. Marine Le Pen qui tape dur dans le Figaro ce matin sur Éric Zemmour, elle se lâche, elle le diabolise au maximum, elle parle de nazis dans son entourage. La question, c'est est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça peut la porter encore plus? D'ailleurs, est-ce qu'elle reste en bonne deuxième position? Vous allez voir ça tout de suite dans notre sondage. Éric Zemmour qui se rapproche de la troisième position. Est-ce qu'il va franchir la courbe de Valérie Pécresse, qui est, elle, toujours effectivement en troisième position? On va voir ça aussi dans un instant. La candidate de LR qui est malmenée, elle stagne. Cette semaine était censée être la semaine de la deuxième séquence de sa campagne. Est-ce qu'elle a réussi? On va faire le bilan de ces 7 derniers jours pour Madame Pécresse. Emmanuel Macron, dans une large séquence internationale et diplomatique, vous l'avez vu, la présidentielle semble encore un peu loin pour lui, mais malgré tous ces dossiers, joue dans l'opinion des Français. À quel point? On va le voir tout de suite avec les commentaires de mes débatteurs et évidemment de Frédéric Dabi de l'IFOP. Et puis Anne Hidalgo. Anne Hidalgo sera-t-elle de toujours plus bas? On a vu la lente chute de la candidate du PS. On vous en dit plus d'ici quelques instants.